Vous informer, former, c'est notre devoir. L'évolution politique de la République démocratique du Congo nous oblige de vous mettre au courant de l'analyse des politiques qui ne cessent de défrayer la chronique de l'actualité. Élection au Sénat, ainsi que la RDC est prête à pouvoir vacciner la population congolaise. Du côté aussi de la Senko, elle se pointe à l'horizon avec la situation des élections 2023. Ça fait débat sur ces. Nous allons décortiquer cela avec notre très cher invité à la personne de Norbert Kayembe, qui est président communal de la AFDC à Lingwala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci encore une fois. Et je m'appelle plutôt Norbert Kabea et non pas Kayembe. Voilà, Norbert Kabea et non Norbert Kayembe, je m'excuse. Ça fait au moins un temps que vous étiez trop silencieux, mais aujourd'hui, votre apparition au moins sur les écrans, qu'est-ce que ça a au moins empêché de ne pas pouvoir se présenter pendant que l'actualité est encore au top, s'il faut le dire? En soit, c'était un choix personnel. Je ne suis pas adepte des supputations, des prévisions. Je suis pragmatique. J'aime parler quand il y a des faits. Parce qu'il ne faut pas venir pour parler, s'adresser à l'opinion pour le plaisir de faire. Il y a eu aussi des faits. Il y a eu la consultation nationale, il y a eu la consultation avec l'Union sacrée, il y a eu la nomination du professeur Baïti comme étant un formateur. C'était aussi parmi les faits marquant la République démocratique du Congo. Je crois que ce sont des faits qui ont été suffisamment véhiculés. Les consultations, c'était la présidence, le président de la République pour être plus précis, et ça a été suffisamment communiqué. Et la nomination de l'informateur, c'est certes un acte de confiance exprimé à l'endroit de notre autorité morale, le sénateur, aujourd'hui président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, mais c'était une mission de courte durée. Venir supputer sur ça, pour ou contre, ça ne changerait rien, parce que c'était le choix du chef de l'État. Moi, j'estime que ça ne devait pas faire l'objet des débats. Et s'il faut analyser au moins de la consultation jusqu'aujourd'hui où le professeur Bahati occupe l'Assemblée et le Sénat, avons-nous atteint un niveau ou bien nous sommes encore quelque part? Disons, la machine est en train d'être installée. Maintenant, c'est la tête qui doit drainer la machine, qui doit gérer au quotidien, c'est le gouvernement. On a certes déjà son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nommé, mais qui doit constituer son gouvernement. Il a quasiment clôturé ses consultations aussi. Et bientôt, sûrement, il va présenter au quitus du chef de l'État la composition de ce gouvernement. Une fois l'ordonnance signée, il faudrait qu'il présente un projet de société, leur projet de gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée rentre au 15 mars. Donc nous pensons qu'avant la fin du mois de mars, ils auront obtenu l'investiture. C'est eux qui gèrent au quotidien. Les autres institutions ont leur mission. Les parlements, dans l'ensemble des deux chambres, c'est de contrôler et de légiférer. Même s'il y a une nouvelle mission qui fait un peu, qui fait sa route, celle de la diplomatie parlementaire. Mais ce qui est installé, c'est la fondation. Maintenant, il faudra que la maison soit élevée et nous espérons, nous souhaitons toutes les bonnes choses. S'il faut aller au-delà même du rideau, Jean-Michel, après avoir été nommé, la première de personne a été au moins, qui l'a pu consulter, c'était le professeur Bahati. Pour quel motif? C'est clair, Modeste Bahati Lukwebo a été l'informateur. C'est en cette qualité qu'il l'a consulté parce qu'il devrait lui donner la cartographie politique de l'Union sacrée. Puisque le Premier ministre ne peut former son gouvernement que sur base de ces forces qui ont coalisé et qui ont fait l'Union sacrée. Et lui était en contact
suffisamment poussé, ce qui a fait que beaucoup même ont spéculé, c'est que je ne voulais pas venir spéculer, qu'il serait le Premier ministre tout indiqué, alors que finalement ce n'est pas le cas. Mais il devait transmettre ce dossier avec tous les détails possibles pour permettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, de rencontrer tous ces groupes et d'échanger avec eux selon maintenant son approche, l'approche du point de vue de sa philosophie, bien sûr, et celle du chef de l'État pour la formation de son gouvernement. Le temps s'est arrêté avec Alexis Thambwe Mwamba comme étant président du Sénat, un nouveau départ avec le professeur Bahati. Comment appréciez-vous d'abord les élections d'hier? Globalement, si je dois faire une comparaison par rapport à l'Assemblée où il y avait un ticket unique, à chaque poste un seul candidat. Qui n'a jamais existé, c'est pour la toute première fois. Non. Apparemment comme si on était encore à l'époque de Mobutu. Non, non, ça déjà... On vivait la dictature en pleine démocratie. Non, Elali, ce n'est pas vrai. Ça a déjà existé, cette histoire de ticket unique. Ça a déjà existé. Avec Kabila, non? Non, avec Kabila, s'il vous plaît. Souvenez-vous du ticket Vital Kamerhe. Il était seul candidat. Qui était le concurrent de Vital Kamerhe aux élections? Personne. Faut-il copier? Non, je ne dis pas qu'il faut copier. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai fait la critique, puisque j'ai dit, comparativement à l'Assemblée, le Sénat a fait preuve de plus de démocratie en acceptant toutes les candidatures qui ont été, tous ceux qui ont émis leur vœu à postuler à un quelconque poste. Donc j'ai dit, je n'applaudis pas ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais j'ai dit, comparativement à l'Assemblée, le Sénat montre quand même que c'est une chambre de sages. Votre appréciation alors, par rapport aux élections d'hier? En soit, moi je suis globalement heureux. C'est une équipe qu'on a mise en place. Il faudrait les juger à l'action. Je ne peux pas dire que tout ira bien, bien que ce soit à sa tête un homme en qui j'ai pleine confiance, mais c'est une équipe. Il faudrait que chacun joue correctement son rôle pour que la machine tourne à plein régime et que ce Sénat redore quand même son blason qui a été terni ces derniers mois. Que faut-il retenir sur le plan de l'histoire de partis politiques en République démocratique du Congo, parce que hier, le professeur Bahati était barricadé de pouvoir se présenter comme étant candidat au Sénat à l'époque de l'FCC. Aujourd'hui, il occupe le Sénat. Que faut-il retenir comme étant leçon morale ou bien... Non, non, en soit, moi, je ne peux qu'applaudir. En 2019, Bahati, contre la volonté de sa famille politique, mais en accord avec l'AFDCA, donc avait postulé à ce poste. Sa candidature n'avait pas été rejetée. Il a perdu avec arme à main, parce que dans cette assemblée où l'AFDC n'avait plus que sur les 13 sénateurs, à peine 3, l'AFDCA, à peine 3 qui étaient fidèles, il a obtenu plus de 43 voix. Donc, cette fois-ci, il avait salué la victoire démocratique de son prédécesseur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus en collaboration, s'il faut le dire, avec Nénès, c'est ça qui a poussé que vous poussez être au moins majoritaire, s'il faut le dire. Non, je n'aime pas descendre dans ces méandres des critiques. J'ai des fléchettes à gauche, à droite. Néné Nkoulou, pour nous, AFDC, reste élu sur la liste de l'AFDC d'abord comme parti politique et l'AFDCA avec les alliés comme regroupement. Donc, elle a cédé son siège d'élu à son suppléant parce qu'elle est au gouvernement. Mais plus d'une vingtaine de députés qui ont fait ces voyages sont tous rentrés. Si elle hésite, elle a ses droits. On ne peut pas l'imposer de revenir chez eux. Mais une chose est vraie,
c'est que pour l'honorable sénateur Modeste Bahati, aujourd'hui président du Sénat, la porte était grandement ouverte, tous sont rentrés et la porte reste ouverte si Néné veut rentrer. Merci beaucoup. C'est pour la toute première fois aujourd'hui de vivre au moins cette réalité au Sénat avec 3 femmes à la tête, donc qui vont collaborer avec le président. Comment avez-vous, au moins, ou bien quelle analyse faites-vous, soit votre appréciation par rapport à cette parité, s'il faut le dire, s'il faut le confirmer? Oui, 3 sur 7, c'est vraiment une parité, on peut le dire, sans peur. Mais je n'aime pas, en soit, crier victoire sans voir l'œuvre, le travail qui sera abattu. Aujourd'hui, on apprécie que cette équipe ait été mise en place, installée hier. Attendons de les voir à l'œuvre. Mais nous sommes quand même, nous sommes au moins de la femme, s'il faut encourager ces dames-là, qui ont quand même manifesté leurs compétences, leur capacité de pouvoir occuper de postes pareils au Sénat. C'est quelque chose d'encourageant. Oui, ça, mais on avait même une présidente à l'Assemblée nationale, donc c'était encore plus haut, hein, à la tête d'une institution, la 2e institution du pays. Donc, on ne peut que encourager. Mais c'est pourquoi j'ai dit, on a encouragé hier, on avait applaudi hier le choix et le vote de Mme Mabunda à la tête de l'Assemblée, mais beaucoup ont déchanté après dans la gestion même de cette Assemblée, où nous, en tant que parti, en tant que regroupement, on a été victime des injustices incroyables. On n'avait même pas notre groupe parlementaire. Donc, ce sont des choses que je ne vais pas imputer à la personne comme étant femme, parce que même les hommes peuvent faire de même, puisqu'on a fait à la chambre haute. Mais c'est pourquoi, moi, mon principe, c'est juger la personne selon ses actes, selon le travail qu'il abat, et non pas lui donner soit un préjugé d'échec, soit un préjugé de victoire. Attendons voir chaque jour qui passera, et on verra les choses, comment est-ce qu'elles vont se faire. J'applaudis bien sûr qu'il y ait 3 femmes, mais ce n'est pas une clé du paradis. Il faudrait qu'elles prouvent effectivement dans l'exercice de leurs missions qui sont constitutionnelles et réglementées dans leurs chambres, qu'elles sortent du carcan des intérêts individuels, de toutes ces choses, toutes ces antivaleurs que nous connaissons pour se battre pour l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt du Congolais, comme on l'a dit, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan au moins de l'état des droits, ou bien s'il faut, ce n'est pas un slogan de politiciens, parce qu'on ne sent rien de peuple d'abord. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais l'idée doit précéder l'action. Cette idée, cette vision doit précéder l'action. Maintenant, voyons comment les acteurs vont concrétiser cette vision en actes concrets sur terrain. Donc ça, c'est encore le rôle du gouvernement. C'est pourquoi nous disons, ne mettons pas la charrue devant le bœuf, attendons de voir ce gouvernement qui va porter cette vision du chef de l'État. On espère cette fois-ci. L'État nous reste aussi trop peu pour au moins passer aux élections en 2023. Que peut-on espérer avec ce nouveau gouvernement? J'ai vécu un événement particulier. Et en 1997, à l'entrée de l'AFDL, le message qui venait des zones qu'on occupait, entre guillemets à l'époque par la rébellion, faisait que les gens, la population ici à Kinshasa déjà, avant que Kinshasa ne tombe, s'adaptent et se préparent psychologiquement au changement. Et quand vous est venu, n'eût été les guerres qui ont suivi, les gens ont changé. Même la façon d'entrer dans le bus ici, les gens ont changé. Donc,
le problème, tout dépend de ceux qui gèrent. Tout dépend de la tête. Si la tête prêche par le bon exemple, la base est prête à suivre et à se discipliner. Donc, moi, j'ai confiance. Merci beaucoup. Vous avez confiance. Changeons au moins de page pour parler de la CENCO, passe d'armes entre la présidence de la République ainsi que la CENCO. Quelle est votre appréciation? Bon, c'est la guéguerre habituelle. Je suis d'abord fils de cette église catholique et dont la conférence épiscopale a accompagné par ses décisions, ses recommandations, ses observations toute ma vie. Je pense que, comme toute organisation humaine, dans une démocratie, ils ont le droit de donner leur opinion, d'émettre leurs craintes et tout. Mais il faut aussi, c'est cela, ce que moi je reproche à cette grande organisation indispensable dans notre pays, c'est d'appuyer des éléments probants leurs affirmations. On nous avait parlé du plan B, on nous avait parlé des résultats des dernières élections qu'ils avaient. Mais on ne les a pas vus c'est là où se trouvent les dangers avec le parti politique qui ne sont pas encore prêts pour les élections en 2023. Non, non, je ne dis pas ça. J'ai dit tout simplement, je parle ici de l'institution CENCO. J'aimerais qu'elle avance des critiques, qu'elle sonne l'alerte ou l'alarme quand il le faut, mais qu'elle ne s'avance pas dans des affirmations quand elle ne peut pas mettre sur la place publique le preuve de ce qu'elle avance. Dans cette dernière déclaration, en tout cas, en lisant, on avance une crainte que les élections risquent de ne pas avoir lieu en 2023. Effectivement, on n'a pas encore une CENI renouvelée, puisque l'actuel est déjà fait mandat. Vous connaissez les péripéties et des derniers candidats qu'on nous a présentés. On n'a pas encore une loi électorale qui répondrait au déficit relevé dans l'ancienne loi. Cette histoire de seuil continuera pas. La Constitution avait été révisée pour qu'on aille aux élections présidentielles à un seul tour. Est-ce qu'on irait encore avec cette même Constitution ou on doit revenir, donc modifier encore la Constitution? Mais tout est possible, c'est ce que j'ai dit. Il y a encore 2 ans devant nous. Non, c'est ce que j'ai dit. Ah oui. Toutes ces choses devaient être faites par une Assemblée nationale soucieuse de ces changements. Ces lois, ces projets de loi, on a eu des députés qui nous ont dit qu'ils l'ont déposé il y a 7, 8 mois, 10 mois. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas alignés? Il n'y avait pas une certaine volonté. Nous pensons qu'avec cette rentrée prochaine, du 15 de ces mois, que beaucoup de choses vont prendre de l'accélérateur et qu'ils prendront conscience, en dehors des préparatifs juridico-politiques, qu'il y aura aussi une politique financière pour préparer ces élections, parce que ça nous coûte dans notre pays, et avec sa grandeur, pas moins d'1 milliard de dollars. C'est énorme. Donc, dans les conditions actuelles, il faudrait qu'il y ait déjà que la machine démarre, et elle doit démarrer à partir de ces institutions qu'on est en train de remettre en place. Merci beaucoup. Comment analysez-vous alors les propos de parlementaires debout de l'IDPS qui disent au moins de ne pas être prêts à pouvoir aller aux élections en 2023, mais ils seront d'accord d'abord de commencer par le référendum? Les référendums sur quoi? Sur la Constitution? Sur une révision constitutionnelle? Les référendums sur quoi? Il y en a qui parlent du recensement. Donc, le recensement, c'est un outil indispensable parce que nous sommes dans un pays où on n'a aucune banque de données statistiques fiables qui permettent aux décideurs d'agir en conséquence. Mais est-ce que cela empêcherait, cela aurait-il un impact sur les élections à fin 2023?
je ne suis pas en mesure de les dire aujourd'hui. Il n'y a que ceux qui ont ces canevas, la planification. J'ai entendu dernièrement le président sortant de la CENI sonner l'alarme. Il dit il faudrait qu'on se ressaisisse vite, autrement on risque d'être dépassé par la chronologie. Donc, attendons. Le 15 mars, c'est dans quelques jours. Voilà. L'Assemblée va, on verra les sujets qu'ils vont mettre en urgence. Il y a beaucoup de choses à mettre en urgence, surtout cette question-là. Et on verra si réellement on va manquer ces rendez-vous. Mais moi, je n'y crois pas parce que j'ai suivi les porte-parole du chef de l'État dire que ce n'est nullement pas l'intention du chef de l'État d'aller au-delà du délai constitutionnel. Maintenant, que les parlementaires, comme vous avez les parlementaires debout. Des parlementaires debout. Ils sont allés d'abord plus loin pour dire que non, ils n'auront pas avec les cartes de Joseph Kabila. C'est mieux de pouvoir avoir les cartes d'identité proprement dites. Est-ce que ça peut être un frein pour les élections de 2023? Vous savez, si je dois pousser loin ma réflexion, nous sommes au 3e cycle électoral. Est-ce que les élections, je me pose une question, est-ce que les élections sont une panacée? Est-ce que les élections, c'est ça la solution au problème du Congolais aujourd'hui? C'est une question que je jette comme ça dans l'opinion. Chacun pourra y répondre de sa façon. Mais aujourd'hui, la Chine, sans élection, elle est une puissance économique, financière, puissance militaire. Donc, moi, j'estime que la priorité, c'est l'homme. L'homme congolais, même quand on va lui donner les bulletins de vote en 2023, ira-t-il voter un projet de société? Ira-t-il voter son frère, son ami, ou ira-t-il voter celui qui lui a offert un polo? Y a-t-il d'abord un projet de société qui existe pour que ce gens-là puisse voter? Ma soeur, chaque parti politique, quand ils sont allés aux dernières élections, ils ont présenté des projets. Hein. Chaque parti politique a un projet de société. Où en sommes-nous alors avec ces projets? Parce que ce ne sont pas les projets qui doivent être présentés que lors des élections. Non, maintenant, la mise en application, c'est celui qui gagne les élections qui doit mettre son projet de société en application. Au Congo, nous avons un sérieux problème. Parce que, en tout cas, depuis 1960, aucun parti politique ne peut seul obtenir la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, avec notre Parlement de 500 députés, 250 plus 1. Ce qui fait qu'il y a toujours des coalitions. Une fois que vous êtes en coalition, une fois que vous avez besoin des autres pour avancer, ce n'est plus votre seul projet de société. Vous devez faire des concessions. Ailleurs, c'est beaucoup plus de concessions idéologiques. Hein? Les Verts, ils vous disent, nous, il faudra donner de l'importance à l'environnement. Les sociodémocrates, bon, ainsi de suite. Mais chez nous, on mélange le tout et on crée un projet qui, parfois, dans son application, on vient de le voir, FCC cache, ils ont fait un projet commun, mais dans l'application, 2 ans après, le président de la République a relevé un constat d'échec. Donc, c'est un problème d'hommes et de visions et de nous-mêmes, le peuple congolais, puisqu'on ne peut pas mettre au perchoir dans nos assemblées. Il y a probabilité de redresser ces hommes. Mais je vous ai parlé de l'exemple des musées. Ce sont des opportunités. Les changements de mentalité, c'est quelque chose de difficile à réaliser. Il arrive des opportunités dans la vie où, comme musée l'a eu, mais malheureusement, il y a eu des dérapages. Mais comme aujourd'hui, il me semble qu'il y ait une certaine unanimité. Pas à 100%, mais un grand nombre adhèrent à cette vision de l'union sacrée. Mais maintenant, on n'a pas de thermomètre pour prendre quelqu'un, pour savoir qui adhère sincèrement et qui adhère par intérêt.
Voilà, nous sommes petit à petit vers la fin de cette émission. Bien que tout est stable, nous avons le bureau parlementaire stable, le Sénat stable. Nous avons aussi notre nouveau Premier ministre qui est en place. Mais il y a la crise sanitaire, il y a la crise monétaire, il y a la crise sociale qui ne cesse de se pointer toujours à l'horizon. Quels sont les mécanismes pour s'en sortir de toutes ces crises? C'est, comme on dit, hein, les grands hommes, on les reconnaît devant les difficultés, devant les défis. Sama Lukonde, en acceptant d'être Premier ministre dans ces circonstances aujourd'hui, c'est qu'il est conscient des atouts, des arguments qu'il a, des moyens qu'il peut créer et pour nous sortir en soit, tant soit peu, puisqu'il n'y aura pas de baguette magique, hein, et que demain tout le monde ait un salaire X, Y, non, c'est le fruit du travail, mais un travail sérieux, un travail où on met la priorité sur l'homme et l'amélioration de ses conditions. Donc tous ces défis peuvent être relevés, question de volonté et d'affectation d'abord de peu de moyens que nous avons nous-mêmes vers les besoins sociaux les plus primordiaux. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission, mais comme je l'avais déjà annoncé, la République démocratique du Congo est prête à pouvoir vacciner sa population. Quel est votre avis? Candidat numéro 1, je suis preneur. D'abord, je suis invulnérable, j'ai déjà plus de 60 ans, donc c'est dans mon intérêt. Et j'invite mes frères congolais, mes sœurs, à arrêter avec cette histoire de vaccins diaboliques, de vaccins de ceci, de cela. La première chose que j'ai demandé à mon épouse quand il quittait la maternité, c'était de m'assurer si mes enfants avaient eu leur vaccination. Aujourd'hui, la première chose que je demande à mes belles-filles ou à ma fille, j'en ai une, quand elle quitte la maternité, c'est de savoir si l'enfant est déjà vacciné. Si elle ne l'est pas encore, je ne sais même pas porter mes petits-enfants. J'attends qu'ils soient d'abord vaccinés. Mais ce vaccin, il n'est pas fabriqué ici. Il vient toujours des mêmes OMS, des organismes internationaux. Nous avons eu plus de 1500 personnes qui ont été quand même guéries pendant cette pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il n'y a pas ce mécanisme de pouvoir faire travailler nos produits à nous qui ont fait que ces gens-là soient guéris au lieu de pouvoir accepter le vaccin là facilement comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez été vacciné? Demandez à maman pourquoi est-ce qu'elle avait accepté. Nous avions des problèmes il y a 50, 60 ans, 70 ans, des rougeoles, plusieurs maladies endémiques qui ont tué beaucoup de gens. Mais on a trouvé une solution. Les vaccins, je ne suis pas spécialiste dans ces domaines-là, hein, mais les vaccins viennent vous renforcer vos anticorps, de sorte que quand la maladie arrive, vous soyez plus résistant. C'est tout. Le vaccin ne vient pas transformer ou changer la nature de l'homme. Vous restez tel que vous êtes, mais on vous inocule souvent les mêmes virus, mais retraités, pour que quand la maladie viendra, la tuberculose tuait des millions, mais aujourd'hui, grâce au vaccin, beaucoup de gens, à moins des cas pris en traitement en retard, en sortent facilement ou supportent toutes ces maladies-là. Je sais que vous êtes pour le vaccin, on va boucler avec vous, mais avant d'abord de clôturer sur le vaccin, que peut-on espérer avec Norbert face à sa position du côté AFDC communal Lingwala? En tout cas, nous nous battons et chaque jour, nous essayons d'affermir et de renforcer notre base de Lingwala. C'est moi de la femme bien sûr, nous comptons encore mener des actions à grande visibilité pour que notre commune soit toujours debout et que notre base s'élargisse davantage et que
l'AFDC soit toujours parmi les grands partis politiques de notre pays. Vous êtes prêt à pouvoir prendre le vaccin, votre mot de sensibilisation, s'il faut le dire, d'encourager l'opinion qui ignore encore, qui ne sont pas encore préparés de pouvoir se vacciner jusqu'à présent. Mes frères, mes sœurs, le vaccin, c'est comme celui qu'on donne aux petits-enfants. Ce sont les mêmes personnes qui les fabriquent et il n'y aura jamais un vaccin qu'on va lancer dans la communauté pour tuer des gens ou pour les abrutir. C'est faux, c'est archi faux. Allons surtout, nous de la catégorie des vulnérables, les personnes malades, les diabétiques, les hypertendus, et les gens qui souffrent de certaines maladies à comorbidité élevée, allons nous faire protéger, c'est dans notre intérêt. Moi j'irai, je compte sur vous aussi. Merci beaucoup Norbert d'être là ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'analyser l'actualité sur tout le plan. Je dis merci à la grande équipe technique. Suivez la rediffusion de cette émission dimanche à 19 h et surtout, suivez ça aussi sur notre chaîne YouTube Charisme Officiel. Au revoir et bonne suite au programme sur nos antennes.